sur l'atelier sur le bénévolat et le numérique. Donc, j'espère que vous êtes tous et toutes au bon endroit. Normalement, c'est bon, que vous n'avez pas de problème de connexion. Je laisse Gwendoline introduire juste le déroulé et puis on reprendra la suite avec Andrea et Fanny. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet atelier intitulé « Comment utiliser le numérique pour renforcer son équipe bénévole », donc qui s'inscrit dans le cadre des assises régionales de la vie associative co-organisées par la région Bretagne et le mouvement associatif de Bretagne. Moi, je suis Gwendoline Bénidir-Conan, chargée de développement territorial au mouvement associatif de Bretagne et en charge de la coordination des assises. Et alors, c'est peut-être pas la première fois que vous le voyez, mais voilà, juste pour préciser sur le fonctionnement de Zoom, en effet, on n'est pas très nombreux, donc on peut laisser les caméras ouvertes pour ceux qui le souhaitent. Juste, tous les ateliers sont enregistrés. Donc, en effet, si vous ne souhaitez pas qu'on vous voit, c'est mieux de la couper. Au niveau des micros, l'idée, en effet, quand vous intervenez, pas qu'ils soient coupés, mais de ne pas hésiter à l'ouvrir quand vous avez quelque chose à dire ou en tous les cas à vous manifester dans le chat et on vous donnera la parole. Je partage avec vous rapidement un super petit outil fait par Benoît ici présent, qui est super pratique. Voilà, rapidement sur les fonctionnalités de Zoom. Donc, tout en bas à gauche, vous pouvez activer, désactiver votre micro. À côté, la même chose pour la caméra. Ouvrir la liste des participants qui s'affichera en haut à droite. Et pour avoir accès au chat, vous pouvez appuyer sur la petite bulle converser et ne pas hésiter également à utiliser les réactions qui sont applaudir ou voilà, lever le pouce quand vous trouvez assez positif ce qui vient d'être dit. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je laisse du coup Laura, Andrea et Fanny animer cet atelier et je souhaite une bonne visioconférence à tout le monde. Merci Gwendoline. Ce qu'on voulait vous proposer, c'était d'abord de faire un petit tour de table en direct. Vu qu'on n'est pas très nombreux, on peut se permettre de le faire de vive voix, donc c'est top. Alors, je vais prendre du coup dans l'ordre des petites vignettes qui s'affichent sur mon écran. Du coup, Fanny, comme ça permet de se présenter en même temps en tant qu'intervenante. Fanny Allais, coordinatrice du RESAM, donc Réseau d'échange et de services aux associations du Pays de Morlaix, donc en Nord-Finistère. Andrea. Andrea Loro, animateur du Centre de ressources du RESAM. Benoît Bronick, si c'est possible de se présenter. Oui, c'est tout bon. Benoît Bronick, donc coordinateur à la Fédération Bretagne Nature Environnement. Super, merci. Ensuite, j'ai comité régional SPT Bretagne. Ouais, donc moi, je n'ai pas changé depuis tout à l'heure. Donc, c'est le comité régional, c'est Georges Ottawa, du comité régional de sport pour toute Bretagne. Voilà. Merci. Cyril. Bonjour, voilà. Chargé de développement et de communication pour l'association Arredadec, qui organise une course tous les 2 ans et qui génère des fonds qui sont distribués par la suite à des projets liés à la langue bretonne. Voilà, globalement. Super, merci. Solène Campion. Je ne vois pas la deuxième partie du nom de famille. Oui, donc Solène Campion-Kernocuf, je suis coordinatrice régionale de l'UCEP Bretagne, l'UCEP étant la Fédération sportive scolaire des écoles primaires publiques. Super, merci. Alors ensuite, j'ai Anne-Laure. Oui, bonjour. Bonjour, Anne-Laure Mesguen, donc je suis cofondatrice de Bénévolte, qui est une plateforme numérique de bénévolat. On est basé à Nantes et on intervient sur l'ensemble du territoire. Parfait, vous aurez des choses à dire du coup aujourd'hui. Moi, je me fais juste porte-parole de plateforme, donc c'est parfait. Ensuite, on a Aude de La Paillette. Oui, donc bonjour, je suis salariée moi à La Paillette. Je suis en charge de l'action culturelle, la médiation et les projets en lien avec les écoles et du lien avec le bénévolat et la vie associative de la structure. Super, merci. Catherine Latour, du mouvement, et je ne vois pas la suite. Catherine Latour, présidente du mouvement associatif de Bretagne. Pardon, excusez-moi. Yannick, du coup. Ça n'est pas grave.
Yannick, je ne sais pas si… Oui, Ouais. c'est moi après, d'accord. Yannick Bigouin, Oui. je suis délégué régional du mouvement associatif de Bretagne. Camille Bailly, du coup, pour la suite. Bonjour, Camille Bailly, du coup responsable régional de Concordia Bretagne, une petite asso qui organise des chantiers de bénévoles internationaux. Merci. Marie, de Éco-Breton. Oui, bonjour, Marie-Manuelle Grignon, journaliste coordinatrice pour l'association Éco-Breton qui édite un web média sur les transitions écologiques en Bretagne. Et je suis aussi administratrice de la radio associative Plume FM, qui est dans le Morbihan. C'est fait. J'avais rencontré un de vos collègues d'ailleurs, dans le Sud. D'accord. Très bien, merci. Colline, du coup, on s'est déjà croisés par ailleurs. Oui, bonjour, hier. Bonjour. Colline, l'association sociale Déclic, qui est une communauté de freelance du numérique qui souhaite s'engager dans des projets solidaires. Merci. Michel, qu'on retrouve également, qui n'est pas de caméra. Bonjour tout le monde. Donc Michel Draulec, salarié du comité départemental olympique et sportif en charge du centre de ressources et d'information des bénévoles. Merci Michel. Ensuite, on a Karine Vaillant. Oh, le micro est coupé. Bonjour, donc Karine Vaillant, je suis au MAB en tant que stagiaire en formation au Collège coopératif de Bretagne. Merci. Et enfin, Lucille Le Borgne. Donc, je suis vice-présidente du comité régional olympique et sportif de Bretagne. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et du coup, donc, moi, je suis Laura Michonneau, je suis responsable régionale pour Hello Asso dans le Grand Ouest. Voilà. Je vous propose qu'on commence tout de suite, du coup. Peut-être, Fanny, si c'est possible de partager ton écran. Et du coup, on animera cet atelier donc, avec Andrea et Fanny, qui aura la tâche également de faire remonter toutes les questions du chat. S'il y en a, si vous en avez en cours d'échange, n'hésitez surtout pas. Utilisez et abusez du chat pour faire des commentaires, partager peut-être d'autres plateformes, des idées, des témoignages. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc, voilà. Le but, c'est qu'on puisse échanger au maximum et on aura des temps de parole également à l'oral. Voilà. Donc, revoilà le titre, comment utiliser le numérique pour renforcer les équipes bénévoles. L'idée, on va avoir un atelier qui sera en 3 temps. Le premier, on va vous proposer un quiz auquel vous pourrez répondre directement depuis votre ordinateur. Ensuite, j'apporterai quelques éléments qui sont issus d'un webinaire qu'on a réalisé avec plein d'acteurs du bénévolat et du numérique il y a quelques mois lors du premier confinement. Donc, je vous ai fait un petit condensé afin que vous ayez les quelques informations. Et puis, enfin, c'est Andrea qui prendra la main pour vous faire un témoignage plus spécifique. Donc, normalement, vous devriez repartir d'ici 1h30 avec pas mal d'informations et surtout la possibilité d'aller plus loin sur ce sujet. Voilà. On peut passer à la suite. Alors, donc, l'objectif de l'atelier, c'est bien sûr, comme on disait, c'est de découvrir à la fois et les opportunités que peuvent représenter le numérique dans la recherche de bénévoles et les limites également qui peuvent en ressortir. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer de répondre au maximum aux besoins actuels qui est de concrètement continuer à faire vivre son association avec ses bénévoles et de pouvoir en chercher nécessaire. Et puis, vous verrez pourquoi on fait un focus là-dessus. C'est assez intéressant dans les chiffres d'usage du numérique par les associations. On se rend compte de phénomènes assez particuliers liés au bénévolat. Donc, voilà, petit teasing sur la suite. Et pour comprendre bien, qui nous permettra de comprendre vraiment les enjeux du numérique sur ce sujet. Directement, on va passer au quiz tout de suite. Alors, vous allez avoir un lien qui va être affiché. Donc, pour ceux qui connaissent l'outil, donc c'est Kahoot. Je vais vous demander de taper sur dans votre navigateur web l'adresse suivante, www.kahoot.it. Et je vais vous indiquer le code PIN, non pas sur la slide, mais dans le chat, comme il est tout neuf. Hop.
Alors, je vous l'indique tout de suite. Voilà, c'est le code PIN que vous allez devoir rentrer. Je vais vous partager. Je vais reprendre la main, Fanny, pour partager le quiz en espérant que ça fonctionne. Je vais tous vous demander de croiser les doigts car ma connexion n'est pas toujours optimale. En tout cas, je vous vois tous vous connecter. Tac. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran et est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon? Ok, super. Si jamais vous ne m'entendez plus, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des difficultés. Et alors, du coup, j'essaie de voir combien de personnes sont connectées. 1, 2, 3. Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter, allumez votre micro, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok. Oui, c'est Benoît. Il vaut mieux rester sur le partage d'écran ou sur le site dans lequel on vient de se loguer? Vous pouvez... Alors, vous pouvez avoir les deux normalement. Ce que vous faites, c'est que, parce que vous allez devoir répondre sur le site, donc soit vous vous mettez sur votre ordinateur, soit sur votre smartphone, comme vous voulez. Et du coup, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est réduire la page de comment dire, du partage d'écran. De toute façon, je vais vous lire les questions. Hein, donc, ok. Alors. C'est bon, tout le monde a pu se connecter. Je vois 12 sur 16. Alors, moi, je n'y suis pas, c'est normal. Est-ce que toutes les personnes qui souhaitent participer ont réussi à se connecter? Ok. Alors, du coup, je considère que c'est bon, sauf si quelqu'un n'y arrive pas, et auquel cas, si vous voulez m'en avertir tout de suite. Ouais, du coup, je me suis plutôt mis sur le téléphone, pardon. Ouais, ok. Du coup, si tu peux, je ne sais pas si tu peux sortir Benoît, parce que du coup, c'est Ben qui va être en ligne. D'accord, alors... Tu peux le faire toi-même ou s'il faut que je le fasse. Ouais, c'est Ben que je dois enlever, c'est ça? Non, non, Ben, c'est le téléphone, donc je le garde. C'est Benoît, du coup, que j'enlève. Voilà, tu peux sortir Benoît. Merci. Ok, je sors Benoît. C'est bon. Merci. Parfait. Ok. Alors, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Bonjour aux nouveaux arrivants, je vois qu'on est 20 maintenant. On est en train de lancer un petit quiz, donc n'hésitez pas pour ceux qui viennent d'arriver de nous rejoindre. Vous avez à taper www.kahoot.it sur votre smartphone ou sur votre ordinateur et vous rentrez le code suivant 935 09 65 qui s'affiche à l'écran. Merci Gwendoline. J'attends encore 30 petites secondes et puis on va y aller. N'hésitez pas, hein, vraiment, s'il y a une personne qui souhaite se connecter et qui n'y arrive pas, surtout dites-nous. Ok, bon. Je lance du coup. C'est parti. Alors, vous allez avoir des questions qui vont s'afficher à l'écran et vous allez pouvoir y répondre directement de par là où vous êtes connecté. Vous avez 4 possibilités de réponse à chaque fois. Alors, et vous avez 20 secondes. Quel outil?
Et normalement, vous avez accès donc, aux 4 réponses. Le triangle rouge, un site internet pour l'association. Le losange bleu, les logiciels de visio. Le rond jaune, les logiciels de comptabilité. Et le carré vert, les plateformes de recherche de bénévoles. Ah. Est-ce que vous avez pu répondre ou ça a été difficile? Non, c'était trop court. C'était trop court? Oui. Ouais. Ok. Trop vite. Ça va trop vite? On t'entend pas très bien, Laura. Du coup, on n'a pas les questions qui s'affichent. C'est pas facile. Ok. Alors, attendez. Mince. Voilà, donc les problèmes techniques, Gwendoline, dont on parlait tout à l'heure. Tac. Ok. Alors, ce qu'on va faire. Je vais devoir refaire la manip si vous voulez. Je vais juste... Tac. Soit je refais la manip, soit sinon je vous pose les questions et puis on se les fait comme ça. Alors, juste un instant. Hop. On va retenter. Ce que je te propose, c'est que en fait, c'est la bande passante qui doit être trop juste. En fait, ce que tu pourrais faire, c'est poser les questions sans faire le partage d'écran. Et chacun se met sur soit sur le navigateur où il y a l'application ouverte ou sur son téléphone. Okay. Et après, tu feras le partage d'écran pour les résultats ou pour les commenter. Ok, d'accord. Et ben carrément, on peut faire comme ça, pas de problème. Je vais juste augmenter le nombre de comment dire, le temps. Parce que le temps que je vous lise la question, plus que je vous lise les réponses, vous allez peut-être, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Si ça vous va. Tac, je mets 30 secondes. Ok. J'en ai pour juste 2 minutes. Et puis, on va juste refaire la manip. Je vais juste vous laisser vous reconnecter. Du coup, vous restez bien sur le site. Tac. Je suis désolée pour ma bande passante. Ok. Tac. Hop. Je vais vous redonner un code PIN. Vous allez pouvoir recharger votre page kahoot.it, donc toujours au même endroit. Et je vais vous redonner un code PIN. Hop. Voilà. Alors, le code PIN, je vous le mets dans le chat. C'est le 727 25 41. Hop. Hop. Je vous vois tous vous connecter au fur et à mesure, nickel. Je me sens telle une animatrice de quiz télé. Je vais essayer d'être la plus claire possible dans ma lecture. Okay, je vois 12 personnes connectées. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, hop. Ok. On a lancé un appel à engagement auprès de l'ensemble des acteurs bretons. C'est bon pour tout le monde? 13. On est le même nombre que ce qu'on était tout à l'heure. 14. Tac. Ok, je vais lancer du coup. Alors, on recommence première question. Donc, vous allez toujours avoir ces 4 réponses et donc vous votez pour celle qui vous semble être la bonne. Il peut y avoir plusieurs réponses qui sont bonnes sur certaines questions. Vous avez 5 questions au total. Donc, la première, quel outil numérique est aujourd'hui le plus utilisé par les associations? Réponse rouge, un site internet pour l'association. Bleu, les logiciels de visio. Jaune, les logiciels de compta. Et vert, les plateformes de recherche bénévoles. Donc, rouge, le site internet. Bleu,
les logiciels de visio, jaune, les logiciels de compta et vert, plateforme de recherche de bénévoles. Rouge, site internet, bleu, visio, jaune, compta et vert, les plateformes de recherche bénévoles. Alors, vous avez quasiment tous trouvé. C'est en effet l'outil le plus utilisé par les associations aujourd'hui, c'est le site internet. Elles sont plus de 70% à avoir un site. Les associations sont de plus de 70% à avoir un site internet aujourd'hui. Ça peut sembler étonnant, mais elles sont même plus utilisatrices de sites internet que des réseaux sociaux, par exemple. Et donc, tous les chiffres et toutes les affirmations là que je vais vous donner, c'est des données qui sont issues de l'étude portée par Solidatech et Recherche et Solidarité. Je vous passerai le lien dans le chat et qui fait comment dire, un panorama des usages numériques des associations. Et en effet, autre bonne réponse, c'était bien sûr les logiciels de visioconférence qui sont évidemment aujourd'hui plus que jamais utilisés. Et c'est Marie qui est en tête pour l'instant. Je vous donnerai le classement final à la fin du coup. Deuxième question. 38% des associations utilisent le numérique pour rouge, gaspiller moins de papier, bleu, faire des visuels pour leur rapport d'activité, jaune, mobiliser de nouveaux bénévoles et vert, communiquer sur leurs activités. Donc 38% des associations utilisent le numérique pour rouge, gaspiller moins de papier, bleu, faire des visuels pour le rapport d'activité, jaune, mobiliser de nouveaux bénévoles et vert, communiquer sur leurs activités. Alors, la bonne réponse, c'était mobiliser de nouveaux bénévoles. Peu importe que ce soit par quels outils, mais ce qu'on constate, c'est que parmi les objectifs qu'on retrouve dans l'utilisation du numérique, la mobilisation des bénévoles est utilisée par plus d'un tiers et un des objectifs pour plus d'un tiers des associations. Pour celles et ceux qui ont répondu communiquer sur leurs activités, en fait, il se trouve que c'est bien plus que ça. On est sur une majorité des associations qui utilisent le numérique pour cette raison. Et évidemment, pour gaspiller moins de papier, vu les possibilités de stockage aujourd'hui, mais l'environnement, la gestion de l'environnement, de l'impact environnemental du numérique, c'est tout un autre sujet, potentiellement d'atelier. Marie est toujours en tête, mais il y a eu du changement dans le classement. Catherine est arrivée en seconde position. Troisième question. Combien d'associations utilisent une plateforme de recherche de bénévoles? Donc en pourcentage, ou pas, rouge 48%, bleu 143 000, jaune aucune, vert 6%. Donc combien d'associations utilisent une plateforme de recherche de bénévoles? 48%, rouge, bleu 143 000, jaune aucune, vert 6%. Je vous redis, rouge 48%, bleu 143 000, jaune aucune, 6%. Vert, et c'était la bonne réponse. Vous êtes 9 à avoir trouvé la réponse. En effet, il n'y a que, entre guillemets, 6% des associations qui utilisent une plateforme de recherche de bénévoles, alors que 38% d'entre elles utilisent le numérique pour chercher justement de nouveaux bénévoles. Donc, on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Question 4. Laquelle de ces plateformes permet de mobiliser des bénévoles en ligne? Rouge, benenova.fr, bleu, association.gouv.fr, jaune, Tinder, vert, tousbénévoles.org. Donc, rouge, benenova.fr, bleu, association.gouv, jaune, Tinder et vert, tousbénévoles.org. Il y a un piège. Rouge Benenova, bleu asso.gouv, jaune Tinder, vert tous bénévoles. Donc, les bonnes réponses, vous les avez trouvées. Évidemment, c'est benenova.fr et tousbénévoles.org, qui sont deux plateformes qui permettent de mobiliser des bénévoles en ligne directement, ce qui n'est pas possible de faire sur association.gouv.fr. Personne n'a répondu Tinder. Ok, je vois le classement évoluer, mais Marie, toujours en tête. Et dernière question. Pour qu'une mission de bénévolat se passe bien, il est important pour qu'une mission de bénévolat se passe bien, il est important, rouge, de laisser le bénévole découvrir tout seul l'association.
Bleu, d'identifier une personne référente et disponible. Jaune, de bien définir la mission du bénévole. Et vert, d'accueillir chaque matin le bénévole avec un café et un croissant. Donc, rouge, de laisser le bénévole tout seul. Bleu, d'identifier une personne référente. Jaune, de bien définir la mission. Et vert, d'accueillir chaque matin le bénévole avec un café et un croissant. Alors, évidemment, les bonnes réponses, vous les avez trouvées. C'était bien sûr d'identifier une personne référente et disponible pour le bénévole et évidemment de bien définir en amont la mission ou les missions du bénévole. On aurait pu mettre aussi le café et le croissant. Ce n'est pas moi qui ai fait les réponses sur cette question, mais pour moi, ça faisait partie des bonnes réponses. Alors, je vous partage mon écran pour le podium et on va pouvoir échanger sur vos impressions suite à ces questions. Et puis, je vais passer à la suite. Tac. Hop là. Donc, félicitations, Marie. Camille B en 2e position et Anne-Laure en 3e. Il y a eu beaucoup de suspense pour la 2e et 3e place. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des retours, peut-être des commentaires à faire sur les résultats de ces questions, sur peut-être, vous pouvez nous dire dans le chat ou à micro ouvert, qui parmi vous utilise des plateformes déjà de recherche de bénévoles? Personne? Je vois des têtes qui font non. Ok, non. Et est-ce que certains d'entre vous utilisent d'autres outils pour rechercher des bénévoles via le numérique, qui ne sont pas les plateformes? Des réseaux sociaux, le site internet? Non. Ok. Des choses à l'interne, quoi. Enfin, effectivement, site internet et newsletter, mais essentiellement. Ok, mais newsletter quand même, c'est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations du numérique pour rechercher des bénévoles? Non. Ok. Je prends ce silence pour un non. Je vous propose du coup qu'on passe à la suite, peut-être de la présentation. Fanny, si c'est possible de repartager l'écran, pardon. Et du coup, de passer au contenu. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir sur 3 plateformes de bénévolat qui existent aujourd'hui. Bénévolte, vous pourrez partager aussi votre expérience. On en a sélectionné 3, on aurait pu en trouver plein d'autres. Je souligne juste une initiative dont j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, qui est sortie lors du dernier confinement. La plateforme bénévolat.fr sur laquelle des acteurs du bénévolat se sont regroupés pour mettre en commun des missions d'engagement bénévole durant tout le premier confinement. Donc, comme je vous le disais lors du quiz, aujourd'hui, il y a très peu d'associations qui ont ce réflexe d'utiliser des plateformes de bénévolat pour rechercher de nouveaux bénévoles. Or, côté citoyen, citoyenne, le numérique est aujourd'hui un des premiers moyens en fait, de découverte de nouvelles associations autour de chez soi. Et c'est aussi une porte d'entrée pour découvrir des missions bénévoles et pour pouvoir s'engager très rapidement. C'est notamment lié à ce constat-là que bénévolat.fr s'est lancé lors du dernier confinement. Alors, c'est vrai pendant les périodes de confinement, ça l'est aussi dans des périodes où on peut tous sortir comme avant. Pour vous parler de 3 plateformes, donc celle de Bénénova notamment, qui va, comme son nom l'indique, faciliter l'engagement citoyen du plus grand nombre. Donc, c'est une plateforme en ligne qui va relayer un certain nombre d'actions par mois. Vous pouvez déposer à la fois des actions, qu'elles soient courtes, collectives, que ce soit des choses très concrètes à long terme, ou encore que ce soit juste pour un événement particulier, comment dire, une collecte, un festival, etc. C'est des communautés de bénévoles qui sont créées et qui sont principalement aujourd'hui autour de l'Île-de-France, de Lille et de Nantes. Mais si je ne me trompe pas, ça se développe aussi beaucoup sur Rennes en ce moment.
Souvent, et vous le verrez sur les autres exemples aussi, ces plateformes-là, ce qu'elles proposent, c'est également un accompagnement auprès des associations pour pouvoir justement rédiger la fiche mission, ce qui n'est pas forcément évident hein, toujours, de réussir à bien calibrer une fiche mission. Elle propose également des tests. Elle peut aider à l'organisation de l'accueil des bénévoles, puisque ce qu'on va entendre, et on pourra peut-être en discuter aussi, c'est que ce qui peut faire peur dans le numérique, une des idées reçues par rapport à l'engagement bénévole, c'est d'avoir un engagement beaucoup plus court, qui va être un engagement one-shot, en fait, hein, juste une fois, la personne va venir, va consommer, entre guillemets, le bénévolat et on ne la reverra plus après. Donc, l'idée, c'est voilà, d'être accompagné par ces plateformes-là pour pouvoir permettre un accueil serein du bénévole et qui va lui donner envie de rester plus longtemps si vous le souhaitez. L'idée, c'est également, via ces plateformes-là, d'avoir plus de visibilité et d'avoir des conseils sur le renforcement de la communauté bénévole. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Une autre communauté et plateforme qui est très très connue, qui s'appelle Tous Bénévoles, qui d'ailleurs a contribué également au webinaire qu'on avait fait sur ce sujet-là au printemps dernier et dont les conseils que je vais vous donner par la suite viennent vraiment de cette plateforme. Donc, sa mission, évidemment, comme les autres, c'est de mettre en relation des personnes qui veulent aider avec des associations qui vont rechercher des bénévoles. Toujours cette plateforme en ligne. Des missions de bénévolat, vous avez vu, c'est intéressant, qui peuvent être relayées sur d'autres plateformes. En termes de type de mission, on est sur beaucoup de bénévolat de compétences. Donc, cette fois-ci, vraiment avoir des professionnels qui vont venir apporter leur regard sur l'administratif, sur la compta, sur la communication de votre association, que ce soit pour des missions ponctuelles ou dans la durée. Et encore une fois, comme vous le voyez sur la slide, on a un accompagnement qui est assez approfondi pour les associations afin qu'elles puissent vraiment profiter au maximum de l'outil. Voilà pour celle-ci. Et enfin, la dernière. Je m'attarde pas trop sur chacune des plateformes parce que l'idée, c'est vraiment que vous puissiez aller explorer par la suite. Et également France Bénévolat. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de leurs antennes, ils ont tout un outil digital qui rend visible les associations avec plein de ressources en ligne sur le bénévolat. Et quand je vous disais que c'est des outils qui sont comment dire, utilisés par les citoyens et citoyennes, là, ça le montre très bien, puisque c'est 30 000 nouvelles candidatures bénévoles déposées chaque année. Ça veut dire qu'il y a une vraie appétence pour ce type d'outils. Et du coup, côté association, voilà, c'est réussir à trouver son public, en fait, vraiment à faire matcher. Et pour les associations également, France Bénévolat va proposer toute son expertise, en fait, avec l'appui, le conseil aux associations, à la fois dans la recherche, dans l'accueil et l'intégration des bénévoles. Et puis, qu'ajouter de plus? Je pense que vous la connaissez tous, hein, cette association, mais en effet, France Bénévolat, par ailleurs, a dû plaidoyer sur le bénévolat. Et l'idée, c'est voilà, de réussir à accompagner, à montrer un peu les grandes tendances du bénévolat pour permettre au monde associatif d'y répondre le mieux possible. Est-ce que peut-être, pour faire une pause, est-ce que vous connaissiez déjà ces outils sans forcément les utiliser? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? On peut peut-être ouvrir les micros un peu. Non, pour ma part. Cyril de la Redadec. Ok. Moi non plus. France Bénévolat, enfin que France Bénévolat. D'accord, ok. Vous n'aviez pas forcément connaissance des plateformes qui pouvaient vous accompagner? Non. Ok. Moi, c'est Georges aussi, France Bénévolat, parce que j'ai eu affaire à eux pour la recherche d'un poste de trésorier. D'accord, ok. Voilà. D'autres retours? Tac. Oui, France Bénévolat et Tous Bénévoles aussi, je connaissais. D'accord, ok. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est intéressant vraiment sur ce type d'outil, c'est que au-delà de la mise en relation, ce qu'on va vous proposer, c'est l'accompagnement. Enfin, ce qu'elles vont vous proposer, c'est l'accompagnement autour. Et lors du webinaire qu'on avait pu organiser, elles avaient vraiment tout insisté là-dessus, du fait que
l'outil en tant que tel et comment dire, de mise en relation est important, mais ce qui va surtout faire en sorte que ça fonctionne, c'est d'être bien accompagné pour son utilisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Je vous propose qu'on passe à la suite et au-delà de la présentation du bénévolat, des plateformes, qu'on puisse aller sur quelques bonnes pratiques, encore une fois, qui sont issues de tous bénévoles et d'autres acteurs du bénévolat qui nous avaient fait part de leur retour sur le sujet. Donc, l'idée à chaque fois, que ce soit que vous déposiez vos missions sur Internet ou que vous fassiez une recherche en propre, ça va être évidemment de bien définir les besoins et les périmètres de vos missions, de savoir quelle sera la place du bénévole et d'établir un diagnostic des besoins pour chaque mission. Et évidemment, vous allez prioriser puisque le bénévole ou la bénévole mouton à 5 pattes, ce n'est pas forcément évident pour lui. Donc, du coup, l'idée, ça va être voilà, de prioriser chacun des besoins. Ce qu'on propose aussi, enfin, ce qui avait été proposé, c'était bien sûr à chaque fois de bien se coordonner en interne avec l'ensemble des équipes pour s'assurer que tout le monde est bien aligné sur les besoins du bénévole et de faciliter absolument son accueil par la suite. Ça, ça nous semblait vraiment essentiel. Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà, vous, aujourd'hui, dans vos recrutements? Pas trop? Ok. Je vois pas de réponse. Benoît, peut-être? Oui. Non, c'est juste en fait que, en effet, le souci principal que nous, on pourrait rencontrer, c'est qu'en fait, en effet, on n'a déjà pas au départ, au sein de l'association, ce rôle de défini de qui est chargé d'accompagner, de recruter des bénévoles. Et donc, du coup, en effet, ces plateformes, elles existent. Elles demandent qu'à être utilisées par nos structures, sauf que nous-mêmes, au sein de nos structures, on n'a pas délégué, on va dire, des personnes référentes pour se charger de cette mission-là. Et du coup, c'est vrai que du coup, on est un petit peu démunis de notre côté, mais parce qu'on n'a pas forcément les moyens humains déployés sur cet aspect de recrutement. Et c'est peut-être aussi parce qu'on est trop aussi dans nos objectifs et dans nos missions, on va dire, du quotidien, et qu'on n'a pas identifié ce recrutement comme une mission vraiment essentielle, alors qu'on est tous en train de dire on a du mal à recruter, il nous faut des nouvelles personnes, sauf qu'on ne délègue pas de personnes dédiées pour ça. Et donc là, il y a vraiment un décalage. Et je voulais juste revenir, tout à l'heure, je n'ai pas réagi par rapport à la façon dont on pouvait essayer comment on pouvait mobiliser le numérique pour trouver aussi des bénévoles. Nous, des fois, on a notre fédération nationale, en fait. La fédération nationale qui a des attentes de gens qui veulent s'investir au niveau de l'asso. Et donc, ils répercutent au niveau de toutes les régions les bénévoles qui se sont manifestés pour s'investir dans une association. Donc, le national nous renvoie, par exemple, toutes les candidatures bretonnes de bénévoles qui veulent s'investir au sein de nos assos. Donc, ça, c'est aussi un autre canal, en fait, qui sert. En fait, c'est le système de mailing, en fait, entre fédé nationales et puis là, au niveau local. Mais après, il se retrouve toujours la même question, c'est qu'en fait, on a une liste de gens qui veulent se mobiliser. Mais après, derrière, qu'est-ce qu'on met comme moyen pour revenir vers eux, les accompagner? C'est une grande question. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je rejoins je rebondis sur ce que Benoît disait. Nous, on est un peu dans le même cas de figure. On est une association qui, donc on est une MJC et on gère un théâtre sur Rennes avec un projet autour des pratiques en amateur et de la création professionnelle contemporaine. Nous, aujourd'hui, on est une équipe de salariés de 10 personnes et le bénévolat, historiquement, n'est lié qu'au conseil d'administration et à l'accueil des spectateurs les soirs de spectacle. L'envie, elle est de créer une autre émulation et un autre investissement au sein de la structure de la part de nos adhérents, notamment, mais pas que, puisqu'on a quand même 1000 adhérents qui viennent pratiquer une activité hebdomadaire à la Paillette. Et voilà, et pareil, on n'a pas forcément aujourd'hui de salariés, même si
moi, je suis un peu identifiée en référente du suivi des bénévoles, mais enfin, en tout cas du développement des bénévoles et de la dynamique associative. Mais c'est pareil, c'est une mission supplémentaire qui se rajoute à nos missions premières de poste. Et voilà, et c'est une problématique où comment on fait pour recruter des bénévoles, certes, mais après quelle place on leur donne et quelle place on donne à l'accompagnement. Et on sait très bien que de nouvelles initiatives peuvent émerger, de nouveaux projets peuvent émerger avec cette dynamique bénévole, mais comment nous, professionnels, on est là pour les accompagner et donner, enfin, qu'il y ait une existence des projets qu'ils ont envie de monter au sein de la structure. Et ça, c'est une problématique globale à tisser, quoi, au-delà du recrutement. Ok, non mais c'est très intéressant. J'imagine qu'Andrea, dans le témoignage aussi, tu pourras apporter peut-être des éléments sur la manière dont vous fonctionnez. Oui, exactement. Et J'intéresse à développer. Ouais, ah ouais, trop bien, parfait. Et du coup, peut-être, en effet, pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois être, comment dire, comme beaucoup de missions support au sein de l'association, on va s'intéresser surtout au projet et moins à la manière de le faire, parfois par manque de temps. Mais ce qu'on constate, c'est que pour réussir vraiment à embarquer des adhérents avec soi au sein de l'association et sur le long terme, c'est vraiment une étape essentielle que de réussir à bien délimiter les fonctions et les missions. C'est d'autant plus important maintenant que, comment dire, on voit parfois un déficit au niveau de l'engagement au sein des conseils d'administration, la difficulté de renouveler des bénévoles sur des postes qui sont parfois, qui demandent beaucoup de temps, que ce soit trésorier ou autre. Et du coup, c'est d'autant plus important de bien cadrer les missions en amont. On peut passer à la suite, si c'est possible, Fanny. Merci. Ce qui contribuera aussi à la définition des besoins, je pense que c'est à la fois la rédaction d'une fiche de mission claire, c'est à la fois la conséquence d'avoir bien défini quelles sont les missions, quels sont les besoins, mais ça va vous permettre aussi de clarifier en fait la place d'un nouveau ou d'une nouvelle bénévole au sein de votre association. On va retrouver des éléments principaux assez classiques, hein, la présentation de l'asso, le contexte de la mission, les objectifs, les missions à réaliser, les savoir-être et les savoir-faire, hyper importants, et puis surtout la disponibilité qui est demandée. C'est assez intéressant aujourd'hui, le confinement a fait naître aussi beaucoup de missions à distance. Donc, on peut être bénévole dans une association depuis chez soi, parfois même sans avoir rencontré physiquement les membres de l'association. Et donc, du coup, ça nécessite aussi, sur ces fiches de mission, d'être très clair en termes de temps disponible et puis de moments de convivialité aussi avec les autres membres de l'association. Et de le préciser également, parce que c'est... j'imagine que vous imaginez bien, moi en tant que bénévole, je rejoins demain une association depuis chez moi sans connaître l'association. Je vais avoir besoin d'avoir des temps de convivialité, d'être rassurée sur le fait que je vais rencontrer les membres de l'association. Donc, n'hésitez pas à le mettre directement depuis la fiche. Et donc, on en vient à toutes les informations connexes qui vont être essentielles. Donc, tout l'accompagnement qui va être prévu. Est-ce que la personne aura un binôme? Est-ce qu'elle sera formée? Est-ce qu'elle sera autonome? Les lieux d'activité, donc à distance ou en présentiel. Le matériel aussi, d'autant plus important quand on va utiliser des outils numériques, mais c'est de savoir est-ce que la personne a besoin d'un ordinateur? Est-ce qu'il est fourni par l'association? Est-ce que c'est son ordinateur personnel? Du coup, pose toute la question aussi des données de l'association. À partir du moment où on va utiliser un outil numérique, qui va stocker les données de l'asso, sur quel type d'ordinateur, comment, etc. On n'a pas prévu d'en parler, mais voilà, si besoin, il ne faudra pas hésiter. Quelle est la durée, la périodicité et si les jeunes sont acceptés, si oui, à partir de quel âge. Et donc, comme je disais, les outils de travail nécessaires. Je vois un commentaire de Benoît qui dit le télébénévole, le bénévole de 2020. En effet. Et donc, du coup, pour vraiment, l'accompagnement est essentiel et notamment pour ces bénévoles.
on peut passer à la suite. Donc, une fois que vous avez rédigé votre mission de manière claire. Sur l'accueil et les spécificités, notamment dans l'usage d'outils numériques. Aller à la rencontre des bénévoles, c'est essentiel, et notamment, comme je disais aujourd'hui, dans un contexte de confinement. Donc, il ne faut pas hésiter à prévoir des temps de rencontre à distance. C'est d'autant plus important d'avoir un temps de présentation de la structure, de la mission, de l'association, pour que le bénévole comprenne bien l'enjeu de sa mission et son intérêt, et de l'équipe également. On vous invite aussi beaucoup à avoir des binômes dans ces cas-là, pour que le bénévole ne se sente pas tout seul. Voilà. On peut passer à la suite. Et du coup, pendant l'action, quelques éléments aussi qui sont essentiels, à savoir d'avoir toujours d'accessible pour le bénévole toutes les informations utiles. Donc, ça revient à ce que je disais précédemment. Ça veut dire qu'au sein de votre association, vous avez un espace de stockage accessible avec les données publiques de votre association que vous pouvez partager à vos bénévoles. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Souvent, quand on commence à parler de stockage d'informations et de données accessibles en ligne, il y a des petits frémissements dans les salles. mais voilà, on pourra en parler si vous avez besoin d'infos là-dessus. On a quelques éléments à vous fournir. Évidemment, comme on disait, pendant tout le long de l'action, c'est être vraiment disponible pour créer du lien entre les bénévoles présents, organiser des cafés visio, des apéros visio, etc. De bien prendre le temps pour répondre aux questions et aux incertitudes de la personne. C'est jamais évident de rejoindre une équipe, d'autant plus si on ne l'a pas croisé au préalable. Constituer un binôme, ça je vous l'ai déjà dit. Rappeler les règles de sécurité, notamment essentielles en cette période, puisque les règles de sécurité sont très lourdes, les protocoles aussi, et notamment pour des bénévoles qui vont se rendre sur le terrain. Et si la mission a vocation à être à plus long terme, c'est de bien penser à faire des points d'étape, et puis également d'ouvrir les opportunités. Peut-être que votre bénévole aujourd'hui, il est là pour une mission, mais qu'en fait, il a un talent particulier pour les chiffres et que c'est peut-être votre futur trésorier ou co-trésorier. On ne sait jamais. Et enfin, sur la dernière slide, si je ne me trompe pas. Voilà. À la fin de l'action, donc comme je vous le disais, c'est à la fois penser à bien faire un débrief pour collecter tous les retours, les remarques. C'est aussi comme ça qu'on grandit au sein de son association. Évidemment, les remercier, mais ça va de soi. Et comme je vous le disais, de présenter toutes les autres opportunités qui sont possibles et d'engagement. Et puis, bien sûr, ne jamais hésiter à bien présenter l'impact et vraiment à valoriser ce qui a été fait. Et ça, les outils numériques le permettent grandement. C'est valoriser sur la page Facebook de l'association, sur le site internet de l'association, montrer à quel point voilà, vous chouchoutez vos bénévoles et combien ils ont été utiles. Faire des portraits, par exemple. Il y a plein d'exemples d'associations qui le font très, très bien. Je pense à une qui s'appelle la Cravate Solidaire. Qui fait des portraits de ses bénévoles très régulièrement sur Facebook. Et voilà, c'est une photo toute simple. Ça prend 5 minutes, mais c'est très valorisant et ça permet de montrer aussi de la diversité au sein des bénévoles, au sein de l'association. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on échange déjà là-dessus? On peut ouvrir les micros. Le portrait dont tu parlais à l'instant même, ça me fait un déclic sur la frise qui est actuellement en cours là, sur le site des Assises, où en fait les gens témoignent de leur engagement. C'est aussi ça, je pense que c'est valoriser aussi le côté humain de chaque bénévole, la façon dont il s'investit dans l'association. Et ouais, je trouve qu'il y a un bon exemple avec le site Vie Associative là, qui est ouvert pour les Assises. Il y a cette frise de témoignage qui humanise vraiment l'engagement. Gwendoline vous a remis le lien. Oui, exactement. N'hésitez pas à remplir aussi ceux qui participent. C'est vraiment ouvert à tout le monde, en fait. Et c'est d'ailleurs, j'en profite de dire, c'est le Résam qui a l'initiative de ce petit quiz, donc ils peuvent en parler mieux que moi.
Donc voilà, du coup, l'idée, c'était là de reprendre à la fois l'utilisation du numérique dans la recherche donc, de nouveaux bénévoles avec ces plateformes, de ne pas oublier qu'à chaque fois, un accompagnement peut vous être proposé et est vraiment essentiel, notamment quand vous êtes en fait comment dire, mis en parallèle avec plein d'autres ratios et plein d'autres missions bénévoles sur une même plateforme. C'est important que chaque mission soit très claire sur cette plateforme. Et puis les outils numériques, alors on n'a pas insisté là-dessus aujourd'hui, mais on pourra le faire si on a du temps, qui vont venir accompagner aussi la mission du bénévole pour à la fois l'accueillir au mieux au sein de l'association. Donc ça va être, quand ce n'est pas possible de se voir, ça va être des visios, par exemple, l'outil de visio. Ça va être du stockage de données pour lui permettre d'avoir accès à l'ensemble des données nécessaires pour qu'il puisse bien comprendre sa mission et comprendre l'association. Des moments d'échange, enfin des canaux d'échange, que ce soit par mail ou par exemple sur WhatsApp, s'il y a un groupe WhatsApp au sein de l'association, etc. Donc, ils vont venir vraiment jalonner la mission du bénévole et des outils collaboratifs numériques dont on pourrait parler pendant des heures également et qui vont là permettre de faciliter le travail en collectif et toujours dans cette idée d'intégrer des nouveaux bénévoles, de les garder et de les engager avec vous au sein de l'association. Voilà. Laura, juste si je peux ajouter une petite chose sur les bénévoles, si je peux... Ouais. Oui. Oui, bien sûr. Bon, bien sûr. Juste, en fait, par rapport aussi aux motivations, c'est important parce que la motivation, en fait, d'une personne à devenir bénévole peut être de rompre un isolement ou alors de développer des compétences ou alors de joindre une cause. Et c'est vrai que souvent, dans les associations, on a souvent envie du coup, de décrire ce qu'on fait et comment ça s'organise. Et finalement, d'écouter aussi la motivation permet aussi de vraiment transformer l'expérience bénévole en quelque chose de hyper enrichissant pour la personne aussi et du coup d'avoir un facteur clé succès qui est top. Donc voilà, c'était juste ça en fait. Très bien, merci. Peut-être qu'il y a d'autres commentaires. Oui, c'est Fanny. Il y avait Benoît qui disait qui écrivait quelque chose de très intéressant aussi dans le chat, qui disait qu'effectivement, c'est pas forcément non plus aux salariés de porter la mobilisation bénévole et que c'est aussi aux bénévoles de chercher à mobiliser de nouveaux bénévoles et d'être eux-mêmes des ambassadeurs de leur association. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Après, il y a des réalités aussi qui sont... Enfin, nous, en tout cas, au sein de notre structure, la réalité, c'est que les salariés sont plus pérennes que les bénévoles. Le turnover au niveau des bénévoles du conseil d'administration est plus important, est plus fréquent que le turnover des salariés. Et du coup... c'est aussi des fois compliqué, le temps qu'un nouveau bénévole prenne la mesure de la structure du projet et envie de parrainer d'autres bénévoles arrivants, le temps peut être plus long aussi et du coup arriver aussi dans un temps où finalement la personne du conseil d'administration, puisque nous c'est la réalité, finalement au bout de 3, 4, 5 années d'investissement finit par arrêter ou diminuer son temps de présence, en tout cas dans la structure et dans le projet. Donc c'est vrai que il faut arriver à voir comment le tuilage peut se faire entre les référents bénévoles et les référents bénévoles et les référents bénévoles salariés, voir comment le tuilage peut se faire pour pas qu'il y ait une dynamique qui se perde à chaque fois que le référent change, en tout cas, même si ça sent qu'il ne soit plus dans l'assaut, mais en tout cas que le référent change. Oui, si je veux bien réagir, du coup. Oui. Parce que, en fait, la question, en effet, elle n'était pas forcément de dire que c'est une personne qui va être là pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, à la rigueur, même si elle n'est là pas très longtemps, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que l'association, elle identifie cette mission déjà au sein de sa structure. Comme on identifie, il nous faut un président, il nous faut un trésorier, il nous faut un secrétaire pour que ça tourne, ben, il faudrait aussi avoir ce réflexe de dire il faut aussi qu'on ait un référent bénévole. Et ce ne sera pas à lui ou à elle d'être chargé d'être le tuteur de tous les bénévoles qui vont arriver. Mais c'est d'avoir dans le logiciel intégré l'idée qu'il faut penser à cette approche d'aller vers le bénévole et de l'accompagner. Voilà.
Merci. Du coup, s'il n'y a pas d'autres retours, Andrea, je te laisse la parole. Moi, comme je disais, je suis animateur du centre de ressources du RESAM. RESAM, c'est un point d'appui de la vie associative. Je l'explique rapidement. Nous, on a des axes de travail et dans les axes de travail, bon, il y a tous les services aux associations, c'est un classique d'un point d'appui de la vie associative, mais il y a surtout un travail assez important sur l'Observatoire de la vie associative, normalement sur l'annuaire des associations, qui c'est une base très importante pour faire un lien sur les bénévolats. Animation du réseau. L'animation du réseau, on a plusieurs collectifs qui sont animés dans les cœurs du RESAM et dans ces animations de collectifs, encore une fois, on croise des citoyens et dans les dernières années, surtout des jeunes adultes qui veulent s'engager avec des parcours comme le parcours d'engagement citoyen ou l'atelier d'utilité sociale. Et on a aussi, bien sûr, des formations pour des bénévoles, pour volontaires, pour des salariés d'associations. Et là aussi, on a un axe particulier sur l'engagement des jeunes, donc sur les services civiques, sur les certificats de formation de gestion associative. Dans notre nom, il y a réseau. Et on trouvait pour nous un axe très important, comme je disais, c'est vraiment l'animation du réseau. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est dit que c'était important de faire les liens entre les citoyens qui ont envie de s'engager et les assos qui existent déjà sur le territoire. Parce que souvent, on voit bien, il y a toujours ce décalage. L'asso qui cherche des bénévoles et des personnes qui ont envie de s'investir, et à la fin, ils ne se rencontrent pas. Un premier constat qu'on a fait, c'était sur la typologie des publics qu'on pouvait avoir. On a vu que déjà, qui est intéressé à participer à la vie associative, on a des personnes qui arrivent nouveaux sur un territoire, donc ils ont envie de découvrir. Il y a des personnes qui sont dans une période sabbatique de changement du travail, d'autres qui sont à la fin d'une période d'études, ils veulent découvrir d'autres études, d'autres qui ont besoin de trouver un peu leur voie, leur parcours, parce qu'ils sont en décrochage scolaire ou comme ça, on parle surtout à des jeunes. Et dans ce type de public, on peut trouver la personne très débrouillarde, qu'elle va chercher toute seule sur Internet, qu'il frappe aux portes des associations, mais il y a aussi des personnes qui, par contre, ils ont besoin d'aller à plusieurs, et d'autres encore qui ont du mal vraiment à frapper la porte de l'association et ils ont besoin vraiment d'un accompagnement. Et on a aussi un public qu'on considère assez intéressant pour nous, c'est, comme je disais avant, des jeunes adultes qui veulent s'engager et pour lesquels on a mis en place, avec d'autres structures, surtout liées à l'animation jeunesse, des moments de rencontre avec ces jeunes et surtout des moments de rencontre collectifs. Parce qu'on a remarqué que les jeunes sont très, on dit, numériques, mais sont ceux qui sont plus demandeurs d'avoir des moments de rencontre aussi, pour aller après vers les associations. Et là aussi, c'est particulier. Parfois, on découvre que des jeunes, ils ont déjà participé à des activités de bénévolat, mais ils ne pensent pas d'être bénévoles. Là, c'est un grand classique. On le retrouve souvent. Et pour aller dans cette direction, donc, on s'est dit, on a ce type de public, mais que soit le débrouillard, que soit la personne d'être accompagnée, qui accompagne cette personne, on a tous besoin d'avoir des points de repère, des infos. Nous, déjà, une première porte d'entrée, c'est notre annuaire. On a une cartographie, un annuaire de la vie associative. On a recensé sur l'épidémie 2600 associations. Donc, déjà, cet annuaire, c'est très intéressant pour voir vers quel type d'association on peut y aller. Mais là aussi, souvent, une personne toute seule ne peut pas rechercher, il peut se noyer dans cette quantité d'associations. Donc, nous, déjà là, on est là pour les accompagner. Et deuxième élément, on a pensé d'inviter les associations à remplir des fiches mission bénévoles qui reprennent un peu ce dont Laura a parlé avant. On a fait un espace qui s'appelle Bourse au bénévolat et l'idée c'était avec un nouveau annuaire qu'on est en train de développer, une nouvelle cartographie, de faire les liens entre les assos du territoire, la carte du territoire et la carte de mission des bénévoles qui existent sur le territoire. Et cet aspect-là aussi pour cette fiche mission, on s'est dit la fiche mission c'est une trace, après chaque association s'approprie et la peut modifier selon ses envies, ses volontés et aussi surtout selon le type d'émission qu'il doit présenter. Parce que si on est face à une mission plus
on peut dire pérenne, on doit présenter l'association d'une certaine façon. Si on est face à plutôt un projet, à un événement comme ça, la fiche peut être faite de façon différente. Et là aussi, on a trouvé intéressant permettre aux bénévoles associatifs de, par exemple, se former à des outils libres de graphisme pour voir aussi, pour développer des visuels, parce que parfois c'est très important ça aussi, qu'on soit sur un site internet, qu'on soit sur des réseaux sociaux, les visuels c'est très important. Nous, on fait les liens souvent de l'émission bénévole sur notre lettre d'info hebdomadaire et c'est important souvent d'avoir un bon visuel pour faire reconnaître la propre mission bénévole aussi. On ne doit pas oublier ces aspects-là de la visibilité. Donc, vraiment, les outils qu'on a ouverts sont plusieurs. Et comme pour accueillir les personnes qui sont intéressées, on a mis en place ce qu'on appelle plateforme bénévolat, dans le sens qu'on a vu aussi dans notre recherche, on voyait que sur les territoires, surtout depuis des Morlaix, les plateformes, on peut dire classiques, n'étaient pas tout à fait utilisées. Donc, l'idée, c'était vraiment pour surtout des personnes qui ont du mal à les distribuer tout seul, les inviter, les accompagner. Et avec une équipe de bénévoles, nous-mêmes, on a fait notre appel au bénévolat pour avoir des bénévoles, pour accueillir ces personnes, partir de leurs besoins, leurs envies, leur centre d'intérêt et faire les liens avec des associations. Et parfois, les liens, c'est donner une adresse, donner un contact, donner un numéro de téléphone, mais parfois, c'est aussi vraiment prendre le téléphone aussi pour cette personne aussi, parce que, comme on dit, parfois, pas tous sont pareils. Et il y en a qui ont du mal à aller vers ces associations-là. La deuxième, là, c'est le travail qu'on a fait avec les publics qui doivent s'approcher des associations, mais il y a tout le travail dont, en partie, Laura a déjà parlé avant, pour comme créer leur boîte utile. On a fait des rencontres avec des associations du territoire, voir un peu comment ça fonctionnait leur accueil des bénévoles, voir s'il y avait une carte d'accueil des bénévoles, une charte d'accueil des bénévoles. Souvent, il n'y a pas une charte d'accueil des bénévoles. Comme disait Benoît, souvent, on n'a pas l'idée de l'importance d'avoir un référent bénévole, quelqu'un que s'il y a une personne qui arrive dans l'association, elle est là pour les accueillir, pour expliquer aussi, pour montrer aussi ce qu'on doit faire, ou de toute façon préparer une équipe qui puisse répondre à cette personne qui arrive dans l'association. Donc, on a vu qu'il y a cette nécessité de développer ces outils-là. Souvent, les associations sont prises, comme on disait avant, dans le quotidien, dans les activités à faire, que ce soit une association avec des salariés qu'avec des bénévoles, et on oublie cet aspect-là. On a souvent les bénévoles qui peuvent arriver sur une mission et on a du mal il n'y a pas une personne à lui mettre à côté, ou la personne qui est mise à côté n'a pas tout à fait le temps de le suivre. On a vu la nécessité donc de l'accompagnement quand une personne arrive pendant la mission, et c'est une mission temporaire, de faire les liens avec cette personne à la fin. On se disait, on peut célébrer ces moments-là aussi. Par exemple, il y a eu lieu un festival, c'est bien à la fin de faire un bilan avec toute l'équipe bénévole. Maintenant, c'est compliqué dans cette période, mais voir aussi la dimension du moment collectif de rencontres, mais comme on disait avant, on peut aussi, dans cette période aussi, organiser une visio avec tous les bénévoles qui ont participé à une déterminée action. Ça peut être de tranquer par visio, mais ensemble à l'activité qu'on a fait. Et c'est important d'avoir ces moments-là, pas c'est fini la mission, on se revoit. C'est plus facile comme ça aussi pour la personne rester liée, refaire des contacts réguliers avec les personnes qui sont impliquées. Et le deuxième volet important, c'est aussi les bénévoles qui se veulent impliquer plus longtemps dans l'association. Déjà, on invite, on ne cherche pas un trésorier dans l'association, on cherche parce que le trésorier doit être élu. Donc, déjà, il y a ce principe-là de la vie démocratique de l'association, mais on peut chercher des personnes qui sont intéressées à la gestion, leur permettre d'entrer cette personne dans l'association, l'accompagner éventuellement voir aussi souvent travailler en binôme, c'est très intéressant, et voir avec la personne, au fur et à mesure, la personne peut devenir trésorier, secrétaire, mais partir avant de pourquoi la personne est arrivée dans l'association et voir au fur et à mesure un peu ce qu'on peut faire avec
ensemble dans l'association et voir quel rôle va voir la personne de l'association et surtout faire comprendre que la personne elle-même, dans le moment qu'elle adhère, elle fait partie de l'association, elle-même c'est elle-même partie du projet associatif. C'est ça que c'est très important aussi. Si on fait une action de l'association, l'action est inscrite dans les projets associatifs, donc on fait partie de la vie de l'association. Parce que parfois, on n'a pas les reflets de faire ce lien-là. Bien évidemment, comme je disais avant, pour suivre tous ces aspects-là, c'est important de faire un lien entre les numériques et la rencontre entre personnes, les présentielles, comme on dit. C'est important de faire le lien entre les deux aspects. Aussi dans les numériques, avec un mail, avec un message, on peut être là aussi très proche d'une personne. Donc, c'est vraiment réussir à faire le lien entre les deux aspects. C'est pas un contre, c'est pas quelque chose c'est contre l'autre, les deux aspects sont complémentaires, les numériques et la rencontre en présentiel. Et voilà, sur ces aspects-là. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Il y a une remarque de Benoît. Il dit comment faire en sorte que le numérique ne déshumanise pas le lien. Vous avez 3 heures. Donc, oui, comme je disais, l'effet, les numériques ne déshumanisent pas les liens. Oui, c'est quand même, comme je dis, même dans un mail, même dans un message comme ça, on peut garder une certaine forme de être informel, être sensible. On peut transmettre aussi des messages dans ce sens-là. Après, je reste de l'avis qu'il y a un moment, maintenant c'est pas possible, mais quand même, il y a un moment que la rencontre c'est importante et on peut pas tout annuler totalement ce côté-là. C'est quand même important la rencontre entre personnes. Mais je trouve qu'aussi dans les numériques, on peut aussi essayer de maintenir cet esprit de lien. Et pourquoi pas, parfois, si normalement on a des bénévoles, on a une liste aussi des numéros de téléphone, aussi les appeler, les contacter. C'est quelque chose que moi, par exemple, j'ai fait l'exemple de moi, dans l'ERESAM, je gère aussi l'aspect qu'il y a l'annuaire des associations. Pour gérer un annuaire comme celle-là, on a besoin de bénévoles, nous aussi. Et donc, il y a des bénévoles qui travaillent totalement à distance. Donc, on ne les voit pas souvent, on s'échange des mails, mais parfois, on appelle au téléphone, on est en contact pour voir comment ça va. Et régulièrement, dès qu'on peut, on propose aussi à ces bénévoles de se rencontrer. Et on les a invités aussi à participer à l'Assemblée générale. Et normalement, on les a aussi qui sont rentrés aussi dans le conseil d'administration du RESAM, pour vous dire. Et aussi, il y en a qui sont intéressés au boulot actuellement. Et c'était une mission, on peut dire que c'était déjà très numérique, parce que c'était la mise à jour de l'annuaire des assos. Donc, chacun fait chez elle, chez lui, cette mission. Et malgré ça, on a pris toujours l'attention de les contacter, de les remercier quand ils faisaient avancer dans leur annuaire. Je trouve que célébrer l'activité des bénévoles, c'est très important. Et peut-être pour apporter un complément, Andrea, hier, lors d'un atelier aussi sur le numérique et l'engagement, il y a un participant ou une participante, alors je ne sais pas si il ou elle est là aujourd'hui, qui expliquait que lors du confinement, en fait, avec la visioconférence, il n'avait jamais autant fait de réunions, c'est-à-dire qu'il faisait des points hebdomadaires. Alors que, en fait, hors confinement et en présentiel, ils se voyaient beaucoup moins souvent, en fait. Donc, il y avait cette forme de contact beaucoup plus régulière qu'avant. Ce que je trouvais assez intéressant comme témoignage. Oui. Nous aussi, avec une expérience qu'on a vue ici sur les premiers confinements, qu'on est en train de reprendre sur les deuxièmes confinements avec les collectifs locaux, dont hier, il y a eu le Covid en train de Morlaix. Hier, il y a eu l'occasion de faire une table ronde sur ça. Il y avait des échanges hebdomadaires autour des différentes activités des bénévoles et ça a permis d'impliquer des personnes qui n'étaient pas normalement dans la boucle des bénévoles classiques.
on peut dire. Donc oui, comme on disait, aussi un webinaire et ces rencontres régulières étaient faites par Internet. Et c'est vrai que ça a permis aussi de mettre une habitude. Normalement, c'est chaque lundi à 18h18. On a changé pour ce lundi parce qu'il y avait les assises de la vie associative, mais normalement, ce sera demain, mercredi à 18h18. Mais normalement, là aussi, c'était intéressant. Chaque lundi à 18h18, on se trouve avec chacun, avec son thé, son café, son apéro, à se rencontrer, à parler ensemble des différentes initiatives autour de, c'était au Covid Entraide de Morlaix, donc c'était des citoyennes et des structures qui se rencontraient régulièrement. Et Marie, salut Marie, qui fait un petit lien sur les jeunes qui sont plus mobiles et n'ont pas la même forme d'engagement. Oui, les parcours d'engagement citoyen et les parcours qu'on a fait avec les jeunes sont très intéressants là aussi, nous ont permis de faire des liens de façon différente aussi. C'est important là aussi garder parfois des liens à distance, mais aussi c'était intéressant de faire avec les jeunes, les faire rencontrer les associations du territoire ici, avec des formules très particulières comme le speed dating et comme ça, pour montrer aussi l'humain qu'il y avait dans les associations. Et cela a permis à des jeunes aussi, quand ils se déplacent ailleurs, de s'intéresser à la bonne question, s'intéresser comme s'approcher des assos, se poser les bonnes questions. Et toujours pour nous, c'était la première règle de l'engagement, c'était de dire allez où vous intéresse, où il y a les centres d'intérêt, les envies, pas aller dans un asso pour aller dans un asso, mais aller où il y a l'intérêt. Et ça a permis de débloquer pas mal de jeunes aussi qui sont partis de Morlaix, ils sont allés ailleurs. Ils ont gardé des liens avec le monde associatif où ils sont arrivés. D'accord. Bah, faut qu'on en reparle plus en détail parce que nous, c'est une problématique chez nous. On a eu pas mal de jeunes qui ont voulu s'engager, mais en fait, après, avec les histoires de mobilité des uns et des autres, de recherche d'emploi, enfin de choses comme ça, ils sont partis et on n'a pas réussi à fixer leur engagement en fait. Du coup, c'est une problématique chez nous qui revient assez régulièrement. Benoît voulait prendre la parole. Oui, merci. Non, c'est juste pour rappeler que c'est vrai que par rapport à la place du numérique, notamment vis-à-vis de comment on arrive à mobiliser les bénévoles, et on se rend compte que le lien humain, c'est quand même en effet essentiel, et que le fait, ne serait-ce que de se voir, déjà, c'est vraiment essentiel. Et là, je pense que le numérique, il nous a apporté vraiment déjà des éléments de réponse, notamment suite au confinement. Le fait que les visios, elles aient fait un boom comme ça extraordinaire, ça montre aussi qu'on avait quand même vraiment besoin de se voir, même si on ne pouvait pas le faire en présentiel. Il y a vraiment ce contact visuel qui est important. Et moi, je teste aussi de temps en temps. C'est vrai que quand on échange avec quelqu'un, ne serait-ce par téléphone, le téléphone, c'est du numérique aussi, on est d'accord. Il y a un lien qui se fait, mais on se rend compte qu'une fois qu'on s'est vu, une fois, alors en visio, si c'est en visio ou même en présentiel, on se rend compte que le lien, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Et du coup, le lien du bénévole à l'association, je pense qu'il est aussi du même ordre. Et que les associations, il faut qu'on arrive aussi à communiquer vers les bénévoles aussi avec du visuel. Et, alors la place du numérique, là, elle peut avoir une place énorme, parce que le développement de la vidéo, des choses comme ça, des vidéos qui expliquent ce que nous on est, ce qu'on fait au quotidien, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on aille pour qu'on arrive à communiquer et faire passer des messages auprès des bénévoles, des futurs bénévoles notamment, mais aussi de valoriser les bénévoles dans les vidéos aussi, pour montrer ce que c'est qu'être bénévole dans une association. Et c'est là que le visuel, il est hyper important, et le numérique a toute sa place à prendre. Et c'est pas, et la preuve là aussi, c'est juste il y a 30 secondes où j'ai dit, ce serait que si on pouvait arrêter le partage d'écran pour se voir, mais moi je suis déjà beaucoup plus à l'aise le fait de vous voir là, pour communiquer avec vous, pour qu'on puisse échanger, alors que c'est vrai que sinon on a juste la voix, mais quelque part, le visuel, il aide beaucoup. Voilà, donc moi je pense que le numérique, il est vraiment une part importante sur la façon de justement ne pas déshumaniser ce contact entre l'association et le bénévole. Parce que quand on ne peut pas se voir en présence, le numérique, il peut prendre aussi le relais.
Et ce contact humain, il se fait à travers une visio quand c'est le cas là, ou par téléphone quand on ne peut pas le faire autrement. Mais il y a vraiment besoin d'utiliser le numérique pour aussi valoriser nos actions et créer du lien avec les futurs bénévoles. Oui, la visio, comme tu dis, le fait de se voir, ça change. Et en plus, comme tu disais aussi, la vidéo aussi. Parfois, donner des messages par vidéo. Nous, Resam, on a commencé il y a quelques années, on utilise pas mal les supports vidéo pour faire connaître certaines initiatives. Ça change aussi beaucoup parce qu'on voit aussi les personnes qui parlent, les différents acteurs, les différentes personnes qui ont participé. Et on disait avant aussi pour les bénévoles, on parlait aussi des portraits vidéo, sont beaucoup plus humains que... Il y a, je pense, un cinéma à Redon qui fait des vidéos souvent avec tous ces bénévoles. Et je vois que les bénévoles s'amusent bien à faire ça. Parce que aussi, on voit les têtes des personnes et comme ça, et c'est très important. Et comme tu disais aussi, dans les visios, comme ça, déjà, ça permet un peu de se voir et voir nos expressions comme ça. C'est important. Comme je dis, les deux aspects sont complémentaires. Les numériques ne sont pas en opposition, sont complémentaires. Voilà. Après, peut-être pour revenir à ce que tu disais, Marie, sur le problème des jeunes, toi, tu pensais aux jeunes, par exemple, qui partent pour faire des études ou qui trouvent un emploi ailleurs et que du coup, on perd, c'est ça, dont on perd un peu la mobilisation? Oui, c'était ça, oui. Je pense que après, c'est peut-être des problématiques différentes, mais quand on change de ville en tant que jeune, on se projette peut-être différemment et on a peut-être du mal à garder le lien avec les assauts de son territoire de départ, je sais pas. Oui, je pense que c'est ça en fait. C'est des passages comme ça. Mais voilà, faut se questionner aussi là-dessus et proposer, je pense aussi, des missions de bénévoles peut-être plus courtes. Et justement, avec le numérique aussi, ça peut être l'occasion de travailler là-dessus. Enfin, je repense aux plateformes de bénévolat en précisant bien la durée des missions. Enfin, ça donne plein d'idées. Oui, l'idée de définir la durée de mission, c'est très intéressant aussi pour pouvoir vraiment cibler des missions sur une durée plus limitée et voir aussi là quel type de... Parce que, comme on disait, il y a aussi l'effet de cibler une mission, ça peut donner l'intérêt à une personne sur cette mission-là, voir aussi si c'est un jeune qui répare après, dommage, mais peut-être aussi pour d'autres personnes, ça peut être intéressant pour entrer dans une association qui parfois sur une mission plus importante, ils ont du mal. Sur une mission plus ciblée, il peut arriver, commencer à s'engager et au fur et à mesure prendre le repère dans l'association, dans la structure pour après avancer au fur et à mesure. Sur les problèmes des jeunes qui partent, on le sait bien, mais la chose que je voulais dire, c'est que ces jeunes, parfois, ils partent ailleurs et ils ont leur boîte à outils pour aussi ailleurs trouver des assos ou s'intégrer. Par contre, ça ne répond pas aux problèmes de l'association sur les territoires où les jeunes partent. Mais ça permet à ces jeunes quand même de se retrouver ailleurs et trouver quand même un espace pour eux, pour développer leur intérêt. Oui, c'est le principal. Ils s'y retrouvent aussi ailleurs. Oui, puis parfois aussi, juste en complément, mais de découper une mission qui, au départ, en fait, on se dit, on a besoin d'une personne et finalement, on peut s'apercevoir que c'est peut-être 3 personnes différentes qui vont s'occuper de la mission et de faire 3 annonces différentes en fait pour aussi il y a la durée, mais il y a aussi la structuration de la mission qui peut permettre justement de travailler aussi en groupe sur un projet. Il peut y avoir quelqu'un qui anime un atelier et quelqu'un d'autre qui communique sur cet atelier, qui crée les visuels. Ils travaillent ensemble et en même temps, ça peut être des compétences qui sont mobilisées, qui sont différentes, quoi. Oui, c'est vrai, valoriser aussi les possibilités de travailler en équipe, c'est important. Et comme je disais, parfois être en binôme, être accompagné, mais aussi des nouveaux qui arrivent, les permettre au niveau de travailler en 2 ou 3 nouveaux en équipe, c'est intéressant aussi. Ça peut stimuler aussi à niveau de découvrir et de connaître d'autres personnes. Il y a aussi des personnes qui vont vers le bénévolat parce qu'ils ont envie de rencontrer d'autres personnes. On ne doit pas oublier cette dimension des liens sociaux, de découverte qui est très importante dans le bénévolat et dans le monde associatif. Parfois, on va vers un asso parce qu'on a envie de rencontrer du monde
et c'est important, ces aspects-là aussi.